Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on regarde et on analyse les résultats de Survivor Series War Games 2022. C'est parti! Donc, premier match, le match War Games féminin. Depuis quelques semaines, dans mes vidéos anglophones, parce que là, je commence à les faire en version française, je disais que pour la 5e personne de l'équipe de Bianca Belair, je disais dans le fond qu'il y avait deux choix qui feraient du sens côté storyline. Le premier aurait été Candice LeRae, vu qu'elle a été blessée par Damage Control. Et la deuxième personne, un peu pour les mêmes raisons, c'était Becky Lynch. Bon. Pourquoi? Puis l'autre chose que je disais aussi, c'est que plus il retardait d'annoncer c'était qui la 5e personne de l'équipe de Bianca, plus il y avait de chances que ce serait Becky Lynch. J'avais aussi nommé une autre personne, une autre lutteuse qu'on n'a pas vue depuis un certain temps, depuis environ 6 mois, mais que c'était plus un long shot, que je dirais en anglais. C'était Sasha Banks, vu que Survivor Series avait lieu dans sa ville natale. Mais moi, j'étais convaincu que plus on attendait pour nommer la personne, plus cette personne serait Becky. Donc, pour le match en tant que tel, ça commence avec Bianca Belair et Dakota Kai. Ensuite, Io Sky, Asuka entre, et puis Nikki Cross. À ce moment-là, Nikki, qui a son personnage un peu folle-braque, et en passant, c'est la meilleure version de Nikki Cross qu'on a eue dans le roster principal. Elle se met à sortir toutes sortes d'objets. Fait que ce soit des poubelles, en tout cas. Moi, ce que je dis, c'est elle a rentré les jouets dans le ring. Ensuite de ça, c'est Alexa Bliss. Et pendant qu'Alexa est dans le ring, Nikki, elle monte au top de la cage. Elle s'assoit sur le coin, puis là, elle regarde en bas, puis comme si elle était en extase quasiment. Puis ensuite de ça, il y a. Ensuite de ça, là, elle se relève sur le top de la cage et elle littéralement crossbody block sur tout le monde dans le ring. C'était le premier gros spot, on peut dire, du match. Ensuite de ça, il y a Bayley qui est entré. Mia Yim. Puis quand Mia est rentrée, là, elle a amené des poubelles. Bayley a entré des tables, des chaises. Puis ensuite de ça, les deux dernières personnes qui sont rentrées dans le match, c'est Rhea et Becky. À un certain moment, Asuka, elle envoie on peut dire le fameux classique japonais du Green Mist dans le visage de Rhea Ripley, ce qui l'a mis un peu hors de combat pour un bout. Et Becky a gagné, a remporté le match, a fait remporter le match pour son équipe en faisant une descente des jambes sur Dakota Kai et Io Sky à travers des tables du top de la cage. Il ne faut pas oublier aussi le moonsault de Io Sky du top de la cage aussi. Ça, j'avais mentionné dans mon vidéo que je m'attendais à ce qu'Io fasse au moins un saut du top de la cage. Et à toutes les Wargames qu'elle a faites, elle en a fait un. Donc, c'était pas inattendu, disons. Moi, personnellement, dans mes prédictions, ce que j'avais dit, j'avais pensé que
il se servirait du match War Games pour partir une nouvelle rivalité entre Rhea Ripley et Bianca Belair en faisant en sorte que Rhea batte Bianca. Ça n'a pas été le cas. Content du résultat. Tout un match. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a vu dans le match qu'il y a une rivalité Becky-Bayley qui se prépare. Et c'est juste parfait parce que ça va faire en sorte que ça va libérer Bianca Belair pour aller vers d'autres aspirantes qui, j'espère, sera Rhea Ripley. À moins qu'il garde ce match-là pour WrestleMania, ce qui serait la culmination qui commence cette rivalité-là aux alentours vraiment de Royal Rumble pour l'amener jusqu'à WrestleMania. Peut-être faire justement gagner Rhea le Royal Rumble. On verra. D'ici là, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, puis je vais sûrement faire une vidéo de prédiction pour le Royal Rumble. On va passer maintenant au deuxième combat. Bon, tout juste avant le deuxième match, on a eu un petit segment avec Jey Uso et Roman Reigns. Jey qui dit à Roman, dans le fond, que Sami on peut pas faire confiance à Sami Zayn, que Sami a menti à Jey. Puis Jey demande qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Et Roman dit, j'ai juste besoin que tu sois le right-hand man, comme qu'il l'appelait tout le temps. Et lorsque Jey quitte, Roman il demande à Paul Heyman de faire venir Sami dans son vestiaire. Et c'est comme ça que le segment se termine. Match numéro 2. AJ Styles contre Finn Balor. Là, attendez une seconde. J'en ai un qui est tannant ici. On va l'installer à sa place. Là, ça suffit, là. Bon. Donc, AJ Styles versus Finn Balor. Premièrement, je m'attendais à tout un match de ces deux-là. Deux des meilleurs lutteurs de cette génération aussi. AJ, Hall of Fame, c'est sûr et certain. Finn, malheureusement, ça fait pas assez longtemps qu'il est arrivé, même si ça fait déjà 6-7 ans peut-être. Et peut-être un peu plus que ça avec NXT. C'est dommage qu'il ne lui ait pas donné plus de titres qu'il y en a, mais ça ne veut rien dire. Probablement qu'il va être reconnu pareil comme un Hall of Famer. Évidemment, les deux factions, mais juste les gars, sont autour du ring. Et à un certain moment, OC et Judgment Day, dans le fond, Anderson, Gallows, Dominic, Priest, ils se battent tous ensemble. Et jusque à l'arrière-scène, ce qui laisse toute la scène, tout le ring, toute l'attention vraiment sur le match AJ contre Finn. Puis j'aurais pas voulu l'avoir autrement. Comme j'ai dit, tout un match par les deux. Dans mes prédictions, j'avais dit que AJ gagnerait. C'est ce qui est survenu. Ça a été la première grosse victoire de AJ et ses acolytes sur Judgment Day. La faction avait besoin de cette grosse victoire-là. Et AJ avait dit que ce serait la fin de cette rivalité-là avec ce match-là. Personnellement, je ne croyais pas que ce serait la fin. Là, je fais la vidéo mardi soir. Donc, on sait déjà qu'il y a eu un combat à Raw, dont je vais faire l'analyse dans les prochains jours, probablement demain. Donc, AJ remporte le combat avec le Phenomenal Forearm. Mais cette rivalité-là, on l'a vu à Raw, elle n'est pas terminée. Passons maintenant
au troisième combat. Donc, match numéro 3, Ronda Rousey, accompagnée de Shayna Baszler, contre Shotzi pour le championnat féminin de SmackDown. Bon, disons les vraies choses. Il y avait 99,9% des chances que c'était Ronda qui gagnait ce match-là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de build-up, si on veut. Il n'y a pas eu de grosse histoire alentour de la préparation de ce match-là. C'était carrément un match pour envoyer quelqu'un se faire démolir par Shayna ou presque. Je ne dis pas que Shotzi s'est fait démolir, au contraire, elle a donné une bonne rivalité. Ronda a gagné avec le armbar, ce qui était prévisible. Shotzi, comme j'ai dit, elle s'est bien battue. Elle devait affronter, c'était comme 2 contre 1 une bonne partie du match. Mais moi, ce que je voyais dans ce match-là, en plus d'être quelqu'un envoyé pour donner un match à Ronda et donner une défense de titre à Ronda, je voyais plus ça comme un test pour Shotzi en tant que tel. Un test dans quel sens? Un test pour voir si elle pourrait devenir une lutteuse d'événement principal ou peut-être même une future championne en simple, soit de Raw, soit de SmackDown. Comme je dis, future championne dans le futur. Est-ce qu'elle a passé le test? Je croirais que oui. Peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'elle va avoir besoin d'être bâtie, si on veut, si vous me permettez ce terme. Dans le fond, de bâtir sa crédibilité, comme remporter des matchs, remporter quelques grosses rivalités contre des lutteuses, genre, peut-être pour commencer avec, exemple, Sonya Deville, Lacey Evans, peut-être juste pour commencer à l'avancer, à la monter tranquillement et l'amener plus tard vers les main events. Donc, en gros, c'était, comme je dis, c'est un test pour voir si Shotzi pourrait éventuellement devenir une joueuse main event. Ensuite de ça, on a eu le deuxième segment qui impliquait Roman Reigns. Et cette fois-ci, c'était avec Sami. Puis là, Roman demande à Sami, t'as-tu parlé à Kevin Owens vendredi? Et Sami lui dit que oui. Il ment pas à Roman. Puis là, quand Roman lui demande pourquoi t'as menti à Jay, ben là, Sami dit, j'ai menti à Jay parce qu'il y avait déjà un gros match pour lequel se préparer. Puis je voulais pas que ce soit une distraction pour lui. Puis, fait Roman, finalement, il fait une accolade et pendant qu'il est en train de faire une accolade à Sami, tu vois son visage changer comme s'il dit « Tu vas en manger une tabi. » Fait que tout le long, puis même dans mes prédictions, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive à Sami dans l'événement. On a vu plus tard que ce n'est pas arrivé, mais on ne perd rien pour attendre. Ensuite de ça, on passe au match numéro 4. Donc, après 3 matchs, j'étais 2-3 dans mes prédictions. Puis j'ai un ami que lui était 3-3 à ce moment-là. Donc, il était content de dire qu'il était meilleur que moi dans les prédictions.
Donc, match 4. Bobby Lashley versus Austin Theory contre Seth Rollins pour le championnat des États-Unis de la WWE. Non. Bon, là, premièrement, moi, dans ce match-là, j'avais 2 résultats possibles que j'avais dit qui sortiraient de là. J'étais certain que Bobby Lashley ne sortirait pas, ben, certain, jusqu'à un certain point. Je ne voyais pas quel bénéfice aurait eu Bobby Lashley à sortir gagnant de ce match-là. Parce que moi, je vois Bobby Lashley aller défier Roman pour le titre, peut-être au Royal Rumble. Moi, comme je disais, j'avais 2 résultats que j'envisageais sérieusement pour ce match-là. Le premier, c'était Seth Rollins qui garde le titre. Et la seule raison pour laquelle je disais Seth Rollins, c'était que pour que Raw garde un champion fort qui va nous donner d'excellents matchs semaine après semaine avec cette ceinture-là. Mais moi, j'aimerais mieux voir Seth Rollins courir après Roman pour le titre incontesté de la WWE. Le résultat que moi, je pensais qu'il était pour arriver, c'était Austin Theory qui remporte le titre, ce qui est arrivé, mais pas nécessairement de la façon que j'avais prévu. Presque, j'avais prévu que j'avais prédit que Seth ferait son curb stomp au moins 2 fois à Bobby Lashley, puis qu'après ça, Austin Theory le lance en dehors du ring pour prendre la victoire, pour voler la victoire. C'est l'inverse qui est arrivé. Seth a fait un superplex de la 3e corde à Austin Theory et il allait pour son Falcon Arrow avec lequel il suit tout le temps. Et à ce moment-là, Lashley est arrivé avec le Spear. Et Austin Theory en a profité pour couvrir Seth pour le compte de 3 et remporter le titre. Donc, c'était à peu près la fin que j'avais prévue, mais inverser les acteurs. C'est à peu près ça. Donc, nouveau champion des États-Unis, Austin Theory. Et dans mes vidéos anglais que j'ai fait, si vous ne les avez pas regardées, j'avais fait une vidéo sur la storyline d'Austin Theory, puis j'avais parlé dans mes analyses de résultats de Raw quand Austin avait fait son cash-in de Money in the Bank. J'avais dit aux gens, ne vous inquiétez pas pour Austin Theory. Il est encore jeune, ils vont avoir le temps de le rebâtir, de rebâtir sa carrière amplement. Et ça n'a pas été long parce qu'ils ont commencé à le rebâtir tout de suite la semaine d'ensuite. Je peux dire que la façon que ça a été fait, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué pour dire que c'était le worst, qu'est-ce qu'ils disent en anglais, le worst cash-in ever, le pire encaissement du Money in the Bank jamais vu. Mais quand on regarde la storyline dans son ensemble, je vais reprendre, probablement cette semaine, je vais reprendre mon vidéo que j'avais fait en anglais. Je vais le refaire en français pour votre bénéfice. Pour dire que Austin Theory, dans le fond, comme la gimmick le dit, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver de perdre le Money in the Bank. Pour l'instant, Austin Theory, nouveau champion. Et on s'en va à la finale, le War Games, messieurs. Donc, War Games match pour les messieurs. Avant de commencer à parler du match, je dois lever mon chapeau à ceux qui ont bâti ce match, à ceux qui ont pensé à toute la storyline en arrière de ce match-là. Je peux dire que c'était brillamment fait.
je vais y revenir plus tard, mais franchement, c'est le match, la façon qui a été bâti, côté psychologie, côté histoire dans le match, c'était super. OK? Bon. Butch et Jay qui commencent le match. Jay Uso. L'avantage était à l'équipe des Brawling Brutes, Drew et Kevin Owens. Donc, Ridge Holland est rentré par la suite. Et quand c'était au tour du deuxième membre de l'équipe du Bloodline de rentrer, Jimmy vient pour partir pour aller dans le ring et Roman l'arrête. Et il dit il pointe Sami puis il dit tu y vas. Est-ce que c'était une façon de tester la loyauté de Sami? Probablement. C'était une façon aussi de peut-être de l'envoyer à l'abattoir, entre guillemets. Lui faire comprendre que, regarde, on ne te fait pas confiance, puis je t'envoie là-bas tout de suite, puis, tu sais, fait que c'est pas mal ça. Donc, Sami, il rentre dans le ring. Ensuite de ça, Drew McIntyre. Et pendant le combat, et c'est là que je dis que la façon que ça a été fait, c'était brillant. Parce que Sami, je ne me souviens pas lequel des lutteurs qui vient pour aller donner un coup à Jay pendant que Jay est à côté sur la cage. Mais Sami, il pogne le bras de Jay, il tire en dehors du chemin de l'autre lutteur, puis l'autre lutteur se fracasse sur la clôture. À un autre moment donné, encore une fois, il prévient Jay, il fait en sorte que Jay ne mange pas un gros coup. Donc, pendant le match, Sami, il va comme protéger Jay Uso le plus possible qu'il peut. Ensuite, Jimmy il rentre dans le match, évidemment. Bon, mon chien était à côté sur mon contrôle, sur mon bouton contrôle. Donc, Jimmy rentre dans le match. Il rentre une coupe de table, tout ça. Et à ce moment-là, pendant que le Bloodline a l'avantage, et il y a Jimmy, Jay et Sami dans le ring, il y a de la dissension, surtout entre Jay et Sami. Jay ne fait pas confiance à Sami encore. Et c'est pour ça, encore une fois, que je dis que la façon que ça a été fait, malgré que Sami, par 2 fois, a empêché Jay de se faire frapper par un de ses adversaires, même là, Jay ne faisait pas confiance à Sami. Kevin Owens rentre ensuite. Il emmène des chaises dans le ring. Solo Sikoa est le prochain. Puis, Sheamus est le dernier membre des Brawling Brutes à rentrer et est suivi, évidemment, de Roman. Et là, le War Games commence officiellement. Et à un moment donné, proche de la fin du match, Jay qui vient pour faire un super kick à un de ses adversaires, si je me souviens bien, c'est Butch. Butch se tasse et c'est Sami qui mange le super kick. Donc, encore là, est-ce que c'était pour préparer que Sami se retourne ou quelque chose? C'est pour ça qu'encore une fois, c'est une des raisons pourquoi je te dis ce match-là, côté psychologie, a été tellement bien monté qu'il nous a fait vivre des émotions, il nous a fait penser que peut-être le face turn de Sami se produirait samedi soir. KO donne le stunner à Roman, compte de 1, 2, et comme l'arbitre vient pour compter 3, Sami qui retient le bras de l'arbitre pour empêcher le compte de 3. Ensuite de ça, ben, les deux se regardent, mais si vous remarquez, Sami et KO ne se sont pas touchés de tout le match, ou à peu près pas, sauf vers la fin. Jimmy essaie de faire un super kick à KO.
KO le bloc. Et c'est là que Sami en a profité pour faire qu'est-ce qu'on appelle un coup dans les... Comme disait un des commentateurs à Lutte Lanaudière à l'époque, un coup dans les gogoons, ou dans les valseuses, comme diraient les Français. Nous autres, on dit un coup dans les chenolles. Et ensuite de ça, on voit Sami qui a l'air être, tu sais, moi, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tu sais. Et ensuite de ça, ben là, il va voir Roman, puis il dit là, je vais te montrer à qui je suis loyal. Donne le Helluva Kick à KO dans le coin. KO s'effondre sur lui, littéralement. Donc, KO a vendu le finish à Sami comme étant un knockout blow. Ça va aider la crédibilité du Helluva Kick, encore une fois. Quand Sami va faire son face turn, ça va faire en sorte que ça va être vraiment un finisher qu'il va pouvoir finir ses combats avec comme il le faisait déjà. Et là, Sami laisse tomber KO dans le ring en position pour le Uso Splash. Et là, il dit à Jay, vas-y, prends la victoire, il est à toi. Jay fait le Uso Splash, 1, 2, 3, et c'est la victoire. Donc, pour ce match-là, je pensais vraiment que ça aurait été les Brawling Brutes qui auraient gagné ce combat-là. Donc, je me suis trompé dans mes prédictions pour les deux matchs du War Games. Et mon ami que je parlais tantôt, ben, il s'est trompé sur le War Games, le combat des hommes, et il s'est aussi trompé sur le championnat des États-Unis. Donc, on finit à égalité. Donc, salut. Et c'est ça. Fait très bon pay-per-view, à mon avis, en tout cas. Premier Survivor Series War Games, je le qualifie de réussi. Spécialement, le match des femmes était très bon. Il était bien monté aussi pour créer des nouvelles rivalités. Mais celui des hommes était mouah. Côté action, oui. Mais surtout, comme je disais, côté storyline, storytelling. Très, très, très bon match de ce côté-là. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous reviens cette semaine pour l'analyse de Raw, parce qu'à partir de cette semaine, je vais faire tous mes vidéos en français et en anglais. Comme ça, ben, je vais atteindre peut-être un plus grand public, mais aussi, j'ai beaucoup d'amis francophones, évidemment, étant québécois. Donc, j'ai décidé d'y aller dans les deux langues à partir de maintenant. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.